l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Charbonnier à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, La fabrique de l'enfance, anthropologie de la comédie adulte, paru aux éditions Lundi Matin, le 14 novembre 2025. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, tu as enseigné plusieurs années la philosophie au lycée avant de devenir enseignant-chercheur en philosophie de l'éducation à l'université de Lille. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages et je vais prendre le temps de tous les citer et d'en mentionner les titres complets parce que je les trouve particulièrement beaux, mais aussi parce qu'il me semble qu'ils nous indiquent déjà un peu ta démarche intellectuelle. En 2009, tu publies chez l'Harmattan Deleuze pédagogue, la fonction transcendantale de l'apprentissage et du problème. En 2013, sort Au Seuil, Que peut la philosophie ? Être le plus nombreux possible à penser le plus possible. Vient ensuite, en 2015, aux éditions de l'ENS, L'érotisme des problèmes, apprendre à philosopher au risque du désir. Puis, en 2019, chez Vrin, Aimer s'apprend aussi, méditation spinozienne. En 2022, aux éditions Le Pommier, Jeûner, une expérience philosophique, que tu coécris avec Eva Lerat. Et enfin, cette année, de nouveau chez Vrin, Pouvoir et puissance, refuser de parvenir, une joie pure. Avant de rentrer ensemble dans la fabrique de l'enfance, je souhaiterais, si tu le veux bien, que tu nous en dises un peu plus sur ce qui a suscité chez toi le désir de faire de la philosophie. Y a-t-il eu une rencontre, un événement qui a marqué le début de ce cheminement ? Eh bien, c'est une question difficile parce que c'est clairement pas un événement. Au sens, une sorte de fiat ou de révélation. Contrairement à certains récits autobiographiques, c'est pas la rencontre avec le ou la prof de terminale me concernant, puisque elle était détestable à beaucoup de points de vue, nous lisait des photocopies jaunies, sans doute datant d'une vingtaine d'années, mais j'ai tout de suite pressenti que cette manière de se poser des questions m'intéressait beaucoup. En fait, moi, j'aimais beaucoup la science et l'éthologie, notamment, l'étude des animaux. Comme j'étais plutôt bon élève, je me suis retrouvé en prépa scientifique. J'étais très malheureux de réaliser qu'on faisait toujours la même chose qu'à l'école en un petit peu plus difficile. Et je vais leur rendre hommage. Tiens, je pense que c'est pas la cause directe, mais ça a joué. Le prof de physique et le prof de chimie, à qui j'ai fait part de mes doutes très vite, à la fin du mois de septembre, m'ont dit de but en blanc, en fait, ce que tu aimes dans la science, tu ne pourras le faire que le jour où tu seras chercheur, à partir du doctorat. Sinon, il y a un moyen de faire ça plus rapidement, c'est de faire de la philo des sciences. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je me suis retrouvé en licence 1, à l'époque on parlait de DUG, de philo, début octobre. J'ai quitté la prépa scientifique pour filer en philo. À l'époque, j'étais à Nantes et à Nantes, il y a un département de logique assez important dans le département de philo et je pense que ça m'a rassuré. Je venais de S. Et c'était une approche de la philo que j'ai tout de suite compris comme assez compatible avec le fait que j'aimais la science, que les raisonnements logiques me plaisaient bien, parce que je ne savais pas ce qu'était la philo et j'avais un peu l'image que la philo c'était un truc de terminal L, un peu entre le roman et la poésie, on ne sait pas trop quoi. Et donc je me suis retrouvé en philosophie de manière un peu précipitée, en plus une réorientation de la classe prépa élitiste à la fac de lettres et sciences humaines avec des murs en formica et un bâtiment délabré. Donc j'ai une expérience de récession sociale assez fulgurante. Mais voilà, j'ai senti que j'étais à ma place et très vite, ce qui m'a plu dans la philo, c'est la dimension pratique. J'ai très vite aimé le fait que ça aidait concrètement à mieux vivre. C'est-à-dire la dimension d'outillage telle que notamment Pierre Hadot ou Michel Foucault l'ont retrouvé en relisant les antiques sous cet angle-là, m'est apparu comme ce qui était bien en philo, ce qui n'a pas forcément été facile au cours de mes études, parce que c'est pas ce qui est mis le plus en avant. On a beaucoup d'histoires de la philo, on prépare des exercices très académiques, mais j'ai tenu bon. J'aimais suffisamment ça pour me dire que la dimension pratique pourrait trouver sa pleine puissance une fois que je me serais débarrassé de la partie études et concours. Et c'est pour ça que depuis mes recherches portent beaucoup sur la philosophie comme outillage individuel, éthique, mais aussi surtout collectif
et politique pour mieux transformer le monde. Et alors du coup, pourquoi la philosophie de l'éducation? Parce que c'est quelque chose que tu précises souvent quand on dit que tu es philosophe. Quitte à devoir me mettre une étiquette, parce que le monde universitaire aime les étiquettes, on est censé être spécialiste de quelque chose, c'est celle-là qui me convient déjà parce que ça a une réalité institutionnelle. Il y a une société francophone de philosophie de l'éducation dont je fais partie. Moi, j'ai fait philo et sciences de l'éducation dans mes études en parallèle, donc ça faisait vraiment sens de m'inscrire dans cette perspective-là. Ce qui m'intéressait dans la question de l'éducation, c'était deux choses. Un refus de la spécialisation, parce que tout s'apprend. Donc quand on est philosophe de l'éducation, on peut faire de l'épistémologie, de la philopolitique, de l'esthétique, on peut encore tout faire, donc ça c'est pratique. Et en plus, on le fait de la manière qui me paraît la plus juste, c'est-à-dire d'un point de vue de la genèse, d'un point de vue généalogique. Donc on étudie le devenir, les processus. Donc en philo de l'éducation, on risque pas d'être dans l'être ou des grands mots comme ça, mais on est forcément dans le devenir. Donc ça, comme presque d'un point de vue méthodologique, plaisait d'avoir cet angle-là. Et en plus, ça met vraiment en avant la dimension transformatrice, parce qu'on pourrait dire que la philosophie de l'éducation, c'est une forme d'éthologie humaine. Et je réalise que... j'ai réalisé à un moment, sans le savoir, que j'avais finalement sans doute accompli mes rêves d'enfant. Je voulais être éthologue. Je suis éthologue, mais des animaux humains, pas des animaux autres qu'humains. Et un de mes philosophes favoris, c'est bizarre, de cœur plutôt, c'est Spinoza. Et comme disait Deleuze, on peut considérer que l'éthique, qui est le grand ouvrage de Spinoza, est une éthologie des humains. Alors, dans La fabrique de l'enfance, tu proposes une analyse rationnelle, matérialiste des rapports sociaux liés à l'âge. Précisément, tu essayes de prouver que l'âge est un rapport social, un rapport de pouvoir, et comme tu le précises, tu t'intéresses à ces rapports sociaux au sein des pays occidentaux, fortement capitalistes. L'ouvrage, qui est composé de 5 parties et 24 chapitres, se structure autour de la mise à l'épreuve de 3 concepts qui sont centraux pour décrire les rapports de pouvoir: la domination, l'oppression et l'exploitation. Ce que tu montres, c'est bien que l'âge est un rapport de pouvoir particulièrement violent et pervers, et qui a des conséquences politiques tout à fait obscènes, puisqu'il permet de préserver non seulement le capitalisme, mais l'ordre lui-même. Alors, avant d'en arriver là et de déplier ensemble les formes de domination, d'oppression et d'exploitation spécifiques aux rapports sociaux d'âge, il me semble important pour comprendre ta démarche de poser tout de suite quelques repères en revenant sur la naissance de l'ouvrage et sur la nécessité de penser le rapport social d'âge. Comment donc as-tu amorcé ce travail de recherche? Qu'est-ce qui t'a rendu sensible à ce sujet et potentiellement à partir de quel constat? Il y a plusieurs choses. D'abord, depuis le début de mes recherches, c'est quelque chose de latent, puisque étudiant notamment, tu as cité dans les ouvrages l'enseignement de la philosophie, dans Que peut la philosophie et ses prétentions, parce que ça n'est malheureusement que des prétentions. En tout cas, c'est ce que j'avais constaté, à émanciper collectivement grâce à sa forme institutionnelle, notamment en terminale en France. J'avais été frappé d'une discussion historique très importante pour la discipline, à savoir il faut surtout que nous ne soyons pas enseignés en amont de la terminale. Il y avait une grande peur de la corporation, pour des raisons élitistes et aristocratiques notamment, de se retrouver avec la plèbe des élèves. Même la première, c'était déjà trop, donc je ne parle même pas de la philo avec des enfants en primaire. Et cette rhétorique prenait une forme particulièrement pauvre rationnellement, pour ne pas dire irrationnelle, qui consistait à dire tant que les élèves ne sont pas matures, ils ne peuvent pas faire de la philosophie. Ce qui est quand même un argument qui est classiquement démonté dans l'histoire de la philosophie, notamment un texte célèbre de Kant qui tombe souvent au bac. Et c'est assez frappant dans la corporation de voir comment elle est capable d'être dans un déni de la plus fondamentale rationalité. Et par exemple, on avait la même chose avec les femmes. La philosophie n'est pas enseignée aux femmes jusqu'en 1927. Et les arguments sont, par exemple, radicalement anticartésiens. Alors même que Descartes est la référence majeure et évidente des textes officiels en 1900. Or, le rationalisme cartésien part du principe que la raison n'a pas de sexe. Et malgré ça, la corporation arrivait à se persuader que les femmes étaient incapables de faire de la philosophie. Et là, avec cet argument de l'âge, je ne l'avais pas creusé,
mais j'avais déjà rencontré cette manière très obscurantiste et un peu complètement mystificatrice de dire il n'y a qu'à attendre, on ne sait pas trop comment ça va se faire, mais il y a un moment donné, tout le monde sera prêt, les gens seront matures, mais avant, non seulement les gens sont pas matures, mais on ne peut rien faire pour provoquer cette maturité. Donc vraiment une essentialisation très forte de la minorité d'âge comme incapacité intellectuelle. Mais voilà, ça avait été juste c'était pas forcément central par rapport à tout ce qu'il y avait à prospecter, donc ça avait été une rencontre qui était restée là. Et puis après, faisant de la philosophie de l'éducation, on est confronté en permanence à des rapports de pouvoir liés à la scène éducative, que ce soit dans l'institution familiale, évidemment aussi dans l'institution scolaire, où moi je suis dans un département de sciences de l'éducation et de la formation. La discipline a changé de nom il y a 3 ans. Elle a rajouté et de la formation, notamment parce que il y a plein de choses à dire sur l'éducation tout au long de la vie, l'éducation des adultes, et on parle plutôt de formation dans ce cas-là. Or, cette réalité-là, c'est quelque chose qui doit vaincre le préjugé que l'éducation ne concernerait que les enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans notre discipline, de réaliser à quel point, dans l'imaginaire collectif, l'éducation ne concernerait que ces êtres soi-disant incomplets ou imparfaits que sont les enfants. Et une fois qu'on est adulte, c'est bon. On n'a plus rien à apprendre, on n'a plus à se former. Donc ça, c'est des choses auxquelles on est habitué scientifiquement dans notre discipline. Et en même temps, les discussions par rapport à l'opinion ou au sens commun nous rappellent en permanence ce stéréotype très partagé dans la société. Donc ça, c'est des éléments qui quand même m'ont beaucoup sensibilisé à cette question-là. Et après, ce qui a amorcé la bascule, c'est-à-dire le fait que ça devienne un objet de recherche à part entière, je dirais qu'il y a 2 choses. À force de beaucoup lire des travaux sur les rapports de pouvoir, j'ai été frappé par son invisibilisation. Donc je me suis dit, faut faire le travail. Je suis pas le seul, mais il y a quand même pas grand monde encore, même si c'est en train de changer, qui travaille dessus. Il y avait une invisibilisation paradoxale relativement à la montée en force des travaux sur les rapports sociaux de classe, de race et de sexe, au point, comme je dis souvent, que ça devienne une parenthèse intersectionnelle qui relevait quasiment pour moi du tic d'écriture. Voilà, c'est bon, on a tout dit, ce qui pose plein de questions sur la question du spécisme, du validisme et plein d'autres qui sont invisibilisés par cette parenthèse. Et puis il y a eu un colloque, un magnifique colloque à Liège qui a été en 2018, qui pour moi a été l'amorce de ce travail-là. Il s'intitulait « Il faut éduquer les enfants », entre guillemets. Et en fait, c'était un colloque qui s'inscrivait dans un travail pionnier de Pierre-François Moreau, un des tout premiers textes qu'il a fait sur Deligny, en 78, et qui est moins connu que ses travaux postérieurs, qui sont des travaux d'histoire de la philosophie pour lesquels c'est une sommité en tant qu'historien de la philosophie. Et dans ce travail-là, il parlait de l'idéologie de l'enfance, justement, et cette injonction, cette urgence que les adultes se font à eux-mêmes, à savoir il faut éduquer les enfants. Et donc là, c'était une question de colloque assez radicale, puisque l'idée, c'était même pas seulement de critiquer les rapports de domination liés à l'âge, mais même l'éducation comme idéologie. Et ça, j'en parle pas trop dans le livre parce que je pense que j'aurais eu peur de faire fuir tout le monde. Mais ça peut être une des conséquences du questionnement des rapports de domination liés à l'âge, à savoir la forme éducative fait peut-être partie des mythes que les adultes se racontent à eux-mêmes quant à leur utilité, quant à la nécessité de leurs intrusions perpétuelles vis-à-vis d'êtres humains plus jeunes qu'eux. Là, dans le livre, j'en reste plutôt à une critique de la transmission qui est plus consensuelle et plus admissible, mais il y a des recherches qui poussent un peu plus loin, et c'est à cette occasion-là que moi-même j'étais arrivé sur ces questions-là et qui questionnent le pouvoir pédagogique ou le pouvoir éducatif dans ses intentions mêmes. Et alors maintenant que tu nous as dit un petit peu ce qui avait amorcé du coup cet objet de recherche, à qui dirais-tu que ce livre s'adresse ? Je dis ça à propos aussi pour te faire parler de l'usage du nous que tu emploies dans l'ouvrage, qui n'est pas le nous qu'on emploie habituellement dans les sciences sociales, qui est un autre nous. Il s'adresse d'abord aux dominés, aux enfants, pourrait-on dire, que nous
nous sommes ou que nous avons été. J'ai bien conscience que c'est un ouvrage de philosophie que j'essaie de faire, certes, le plus lisible et accessible possible, mais qui ne sera pas forcément évident à lire pour des personnes peut-être en primaire ou au collège. Non pas que je pense ces publics incapables de le lire, hein, loin de là, mais parce qu'ils sont d'une certaine manière impuissantés par un système scolaire, par exemple, qui a considéré justement que les sciences humaines et la philosophie n'étaient pas des disciplines importantes ou nécessaires dans leur cursus aussitôt. Toutes les expériences de philosophie en primaire ou au collège montrent que c'est tout à fait possible de faire de la philosophie. D'ailleurs, demain, je vais à la Maison de la Philo à Romainville, qui a été créée par Johanna Hauken, et on va faire un atelier avec des adolescents entre 10 et 14 ans sur ces questions-là, justement. Donc, ça s'adresse aux premiers et premières concernés, mais pas que. Déjà parce que ce public-là, il n'est pas évident, puisque... et c'était compliqué d'écrire ce livre-là par rapport à la question de parler à la place d'eux. C'est pas évident, moi, adulte, d'écrire un livre en me disant « Tenez, dites-moi merci, j'ai écrit un livre sur votre oppression à vous et je suis le bon samaritain qui... » Donc, je dirais que le premier public de cet ouvrage, c'est quand même d'abord les adultes, mais en s'adressant aux enfants qu'ils ont été. Parce que c'est une des spécificités de cette domination, c'est qu'on a tous et toutes vécu la domination en première personne. Et donc c'est une domination qui, pour fonctionner, pour nous faire adopter statutairement le côté dominant, doit nous faire oublier ce que c'est que d'avoir été un enfant et doit nous désolidariser de nos propres souvenirs des oppressions vécues. Et c'est d'ailleurs un des enjeux pratiques concrets qui était proposé par Tal Peter Bromerx, qui a été la première personne à avoir fait une thèse de philosophie sur ce sujet-là. Il parle de conjurer l'oubli, hein, d'un travail politique et politisant de conjuration de l'oubli du point de vue des adultes que nous sommes devenus. Et puis c'est aussi un livre qui s'adresse aux adultes qui sont contents d'être adultes, pour les embêter, un peu pour les taquiner, les énerver. Je sais que ça va produire cet effet-là, mais je l'assume, mais je pense que c'est aussi utile de ne pas laisser dans leur zone de confort les dominants que nous sommes devenus en tant qu'adultes. Juste, je rebondis à ce que tu viens de dire sur les embêter. J'ai l'impression que pour partie, ça fonctionne bien, notamment parce que une des particularités des dominants, c'est d'être particulièrement susceptibles, comme tu l'écris dans l'ouvrage. Et on peut voir aussi dans les premières réceptions, quand tu as participé à des présentations de l'ouvrage ou des retours qu'on a fait remonter jusqu'à toi, ou moi aussi je me rends compte quand je parle de l'ouvrage à certaines personnes, que tout de suite, ça peut braquer. Cette classe d'adultes peut se sentir concernée personnellement et on va rapidement dire est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a fait l'expérience de ce qu'il raconte. C'est bien joli de faire un bouquin de philo sur ces rapports de domination-là, mais est-ce qu'il sait comment ça se passe à l'intérieur des foyers? Oui, là, déjà c'est intéressant de voir que d'un point de vue logique, c'est une objection à laquelle il est facile de résister, mais c'est pas le problème, puisque c'est ce qu'on appelle une attaque ad hominem, c'est-à-dire référer à la biographie de la personne qui propose un argument pour tenter de contrer son argument. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ce dont c'est le symptôme, c'est-à-dire que ça renvoie plutôt à l'expérience de l'institution familiale, puisque ça va plutôt être la question est-ce qu'il a des enfants? On peut souligner l'usage du verbe avoir. Ça montre que c'est sans doute l'institution qui clairement résiste le plus en termes de naturalisation du rapport de pouvoir. On a des marqueurs historiques assez nets de ça. L'interdiction des châtiments corporels pour les enseignants, c'est à la fin des années 70. Pour les parents, c'est 2019. Donc on voit qu'il y a 40 ans de distance historique sur le droit d'appropriation des corps des enfants. À ça, je pourrais d'ailleurs répondre, s'il fallait jouer ce petit jeu, je pourrais répondre que j'ai été prof. J'ai occupé une position de pouvoir très très forte. C'est quand on parle par exemple de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, qui peut paraître très abstrait, la manière la plus simple de l'expliquer aux élèves, c'est de dire je suis un tyran. J'ai le pouvoir législatif, le prof décide des règles dans sa classe. J'ai le pouvoir exécutif, le prof fait la police dans ses classes. Et j'ai le pouvoir judiciaire, c'est moi qui décide de la sanction
sanctions que vous aurez pour avoir enfreint la règle. Je concentre les 3 pouvoirs. Donc le prof, dans sa classe, est un tyran d'après la définition de Montesquieu, puisqu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs dans une classe. D'un seul coup, ça devient très concret pour les élèves. Ils voient très bien. Et donc, il se dit, ok, donc si on appliquait le principe de la séparation des pouvoirs dont tout le monde nous dit tellement de bien à l'école, parce que voilà, sachant que Montesquieu, ça va, c'est pas révolutionnaire non plus, hein. C'est quand même un penseur libéral en un certain sens, ce serait déjà révolutionnaire dans l'institution scolaire. Donc j'ai été confronté à cette position très, très, très malaisante que celle d'être un dominant. Quand on est prof, on est aussi confronté à la question de la solidarité entre adultes. Je ne sais pas si le mot existe, mais j'ai envie de parler de solidarité adultine, comme on parle de solidarité masculine dans les études féministes, puisque, et ça c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de professeurs de philosophie, comme on arrive tard, en terminale, voire en première maintenant, si on essaie de fonctionner de manière un peu différente du point de vue de l'autorité, on a des élèves qui sont socialisés par 15 ans de système scolaire, où beaucoup de collègues obtiennent le respect par une position d'autorité assumée, et je sais, j'ai pu le vivre aussi, que des collègues essayent de déroger à cette règle-là. C'est très compliqué, parce que ça va être vécu par les élèves comme, en fait, ce prof-là, on n'a pas à le respecter, parce qu'il n'a pas d'autorité. Donc, c'est très dur de se désolidariser d'un mode de fonctionnement assumé par des dominants liés à l'âge, puisque, malheureusement, les plus jeunes ont intériorisé cette crainte et cette obéissance, et si on ne joue pas à ces règles-là, on perd son pouvoir. Alors après, si on ne veut pas avoir de pouvoir, tant mieux, mais les conséquences, des fois, peuvent être difficiles à reconstruire, politiquement, parce que si on n'arrive pas du tout à faire court, ou si celles et ceux qui ont envie d'écouter n'y arrivent pas parce qu'on n'a pas réussi à créer un bon climat de travail, c'est compliqué. Donc déjà, l'expérience de l'institution scolaire permet de vivre ça aux premières loges, et puis surtout, ce qui est important, et c'est un angle théorique fondamentale dans le livre, c'est qu'à partir du moment où c'est des rapports de pouvoir, ils sont systémiques, et évidemment, ils ne sont pas liés à des trajectoires individuelles ou des positions personnelles dans tel ou tel espace. Donc, on n'échappe pas au fait d'être un dominant parce qu'on n'a pas d'enfant ou qu'on n'est pas parent. C'est toute la société qui est organisée autour de cette... Par exemple, on pourrait dire, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est un exemple un peu caricatural qui donne... si je suis de droite, et imaginons tendanciellement les jeunes votent plutôt à gauche, j'ai tout à gagner à empêcher les citoyennes de voter avant 18 ans. Et même si je ne suis pas parent, voilà. Donc c'est le fait de priver de ces libertés fondamentales-là certains citoyens et citoyennes, d'ailleurs qui ne sont pas considérés comme des citoyens et citoyennes puisque c'est des mineurs, ça permet des politiques plus conservatrices, plus réactionnaires. Et ça, en tant que dominant, j'en jouis d'une certaine manière, même si je n'opprime pas directement mes enfants parce que je ne suis pas parent ou des élèves parce que je suis pas prof. Donc tu parlais de la susceptibilité, c'est justement quelque chose auquel il faut échapper du point de vue de l'analyse. C'est-à-dire que j'assume que ça crée de la susceptibilité et ça, c'est plutôt marrant. Enfin, tu vois, d'embêter les dominants. Mais par contre, il ne faut pas du tout se laisser attraper par cette technique de défense qui est assez courant chez les dominants, de prendre pour soi. J'aime bien aussi cette formule qui dit la même chose, que j'ai presque envie d'entendre de manière littérale. Toujours ramener à soi, prendre pour soi, une sorte de délire un peu narcissique ou égotique. On ne parle pas de toi. Enfin, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est pas toi le problème, en fait. C'est quelque chose qui concerne des classes au sens abstrait. On parlerait de la classe des hommes ou la classe des exploitants. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut absolument résister. Exactement, pour moi, c'est du même ordre que les masculinistes qui vont dire « not all men ». Voilà. Moi, je suis gentil. J'entends vos arguments féministes, mais je me sens pas concerné parce que moi, je fais bien tous les efforts. Non, mais c'est pas ça l'analyse. C'est pas ça qu'on essaye de dire. Et là, c'est la même chose. D'autant plus, je dois préciser quelque chose. Par contre, quand même, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui des fois réagissent de cette manière-là peuvent aussi être honnêtement en train de dire « ouais, j'y arrive pas ». Et c'est dur ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est pas que de la mauvaise foi de « je suis un parent parfait, donc vos analyses, ça marche pas », parce qu'il y a des familles où tout est merveilleux. Des fois, c'est aussi l'objection de me dire « votre propos est un peu accablant, je sais que je fais pas bien, et merci de me balancer 250 pages pour m'expliquer que je suis un mauvais adulte, etc. » Donc là aussi, c'est important de bien comprendre le sens de certaines analyses. Il s'agit absolument pas de blâmer, c'est-à-dire une analyse intersectionnelle va pouvoir montrer qu'il peut y avoir des situations
malheureusement un parent n'a pas le temps d'écouter son enfant, voire même va le presser, le pressuriser, voire peut-être pire, le frapper, parce que la personne est seule. Et si elle est seule, ce sera souvent une femme, parce que les familles monoparentales, c'est souvent des femmes. Elle peut être aussi très jeune. La domination par l'âge joue évidemment pour les parents, parce que déjà, on peut être parent et avoir 16 ou 17 ans. Donc, il ne s'agit pas de blâmer la jeune mère en disant « elle ne fait pas bien, elle ne s'occupe pas bien de son bébé », voire même elle le maltraite peut-être parce qu'elle n'en peut plus. Là aussi, c'est la question d'une responsabilité collective. C'est-à-dire que des analyses en termes de rapport social vont beaucoup plus pointer l'hégémonie d'une certaine forme de famille. La famille nucléaire occidentale qui va mettre toute la pression sur les parents, et c'est pour ça qu'après les parents peuvent dire « on nous demande l'impossible » et vont être très gourmands d'une littérature sur l'éducation positive ou la parentalité positive, qui ne va faire que les responsabiliser, leur faire croire que la solution peut être trouvée individuellement dans une sagesse individuelle pour être un bon parent, alors que le premier piège, c'est justement de faire croire que ce serait que aux deux parents biologiques de se sentir concernés par l'éducation de leurs enfants. Et j'en profite pour dire d'ailleurs, je suis tombé sur la statistique récemment, je ne sais plus où je l'ai trouvé, donc je ne peux pas sourcer, je suis désolé, mais la misopédie est la plus forte chez les 15-25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, mais je le vois bien sur ce sujet-là, c'est un sujet qui n'intéresse pas les jeunes adultes. Parce qu'ils se disent, ok, votre truc c'est un problème de daron, c'est un problème de parents. Moi, pour l'instant, je m'éclate, je vis ma vie, je serai peut-être parent un jour à 30 ans, mais m'embêtez pas avec ça. Et c'était une statistique notamment sur le fait de considérer que les enfants font trop de bruit dans l'espace public. Et c'était les 15-25 ans ou les 15-30 ans qui témoignaient le plus de leur agacement du bruit des enfants dans l'espace public. Donc la difficulté avec cette question-là, c'est que les personnes directement concernées peuvent être susceptibles. Et on a aussi la question d'un désintérêt. C'est-à-dire que, et je pense aussi que c'est quelque chose qui explique peut-être la secondarisation de la question dans les milieux des luttes. Je ne dis pas que les milieux des luttes, c'est que des jeunes, hein, mais souvent on se socialise à la lutte politique plutôt, en gros, si on ne l'a pas fait avant 30 ans, il y a peu de chances qu'on se réveille et qu'on devienne un résistant acharné de l'ultra-gauche à 50 ans, si on ne l'a pas fait du tout avant. Et à ce moment-là, c'est pas une question qui sera aussi évidente que les rapports sociaux de genre ou les rapports sociaux de race dans les trajectoires individuelles. Donc c'est aussi une difficulté importante pour faire reconnaître l'importance de cette domination. Le fait qu'il y a toute une partie des personnes qui sont plutôt socialisées à la lutte politique, qui considèrent que c'est pas un problème. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a Tal montre que dans les luttes féministes, ça a été un souci d'associer, de voir uniquement la question des inégalités dans le couple comme c'est la mère qui a la charge de la parentalité. Donc finalement, l'enfant presque présenté comme un objet qui est une charge pour la mère, et donc dans la bataille tout à fait légitime que je conteste pas de la reconnaissance par exemple de la charge mentale ou de l'égalité des tâches domestiques, l'enfant a un peu pris une position où on oubliait que c'était un être humain susceptible de subir des dominations des adultes et des parents. Précisément, il me semble que pour répondre au fait que des personnes ne puissent ne pas se sentir concernées parce qu'ils n'ont pas d'enfants, tu utilises le terme domination par l'ancienneté plutôt que domination adulte. Et ça, il me semble que justement, ça concerne à peu près tout le monde, pris en fait dans un rapport social d'âge. Oui, la domination par l'ancienneté, elle a beaucoup de vertus théoriques, puisque c'est un rapport, comme tous les rapports en fait, hein, mais celui-là plus évidemment que les autres. Donc il n'y a pas du tout, c'est pas du tout une question de substance, comme on dit nous en philo, en métaphysique. Ça veut dire très concrètement que les rapports de pouvoir ne sont pas des attributs des personnes. Hein. Ça peut paraître très abstrait, mais on n'est pas un homme, on n'est pas une femme, on est amené à fonctionner en tant qu'homme ou en tant que femme par un imaginaire social partagé qui fait qu'on est aussitôt identifié comme tel et avec les comportements qui vont avec chez les autres et chez nous une fois qu'on les a incorporés. Pour l'âge, c'est encore plus évident parce qu'on va être soi-même à l'échelle de notre propre vie amené à passer de l'un à l'autre. Donc on voit bien que enfant ou adulte ne sont pas des attributs de ma personne, mais des rapports à un moment donné. Donc adulte-enfant, c'est le type de rapport lié à l'ancienneté qui est verrouillé, on pourrait dire juridiquement et légalement par le statut du minorat. Donc c'est important quand même de pouvoir parler adulte-enfant, mais on pourrait dire que c'est le cas majoritaire
mais qui reste un cas particulier. Donc, philosophiquement, c'est plus intéressant de parler de domination par l'ancienneté parce que ça va nous permettre de parler de toutes ces modalités de fonctionnement du rapport de pouvoir entre adultes. On le voit beaucoup dans le monde professionnel, notamment, dans le monde du travail, que ce soit par rapport à des tâches humiliantes, ingrates ou sans rapport avec les qualifications de la personne quand elle est en début de carrière, sur la question des rémunérations, sur des différences statutaires, etc. Et même au sein de la minorité au sens légal, les phénomènes de harcèlement scolaire sont rarement le fait des plus jeunes sur les plus âgés à l'intérieur d'un même établissement. Les phénomènes d'inceste dans les fratries, c'est toujours l'aîné quasiment systématiquement et jamais un cadet ou un benjamin. Donc ce rapport par l'ancienneté, il a l'avantage d'être plus compréhensif dans toutes les configurations où l'âge peut fonctionner comme un rapport de pouvoir. Et en plus, ça permet de désigner deux propriétés assez intéressantes et spécifiques à ce rapport-là. C'est à la fois, et c'est paradoxal, c'est à la fois un rapport où on nous promet qu'on va passer de l'autre côté. Mais justement, dans un rapport à une personne particulière, on est coincé à vie. Un ancien sera toujours un ancien pour nous. On ne pourra jamais rien y changer. Par exemple, il y a je vais lui attribuer, je suis quasiment sûr que c'est lui, il y a un chercheur en anthropologie, Corentin Legras, qui a travaillé sur les cas d'inceste entre frères et sœurs. Et dans le colloque sur Tours, sur l'âge comme rapport social, il faisait une communication où il montrait qu'il avait interviewé une femme qui avait été incestée par son grand frère et qui, à l'âge de 45 ans, avait toujours pas aimé le truc et était terrorisée par son grand frère qui en avait 50. Et elle allait quand même dans les repas de famille et elle s'imposait ça et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas su dire. Donc on voit bien que quelque chose qui avait eu lieu peut-être 30 ans avant, elle n'en était toujours pas sortie. Ça reste son grand frère avec tout ce que ça peut véhiculer d'image d'un intouchable ou d'un supérieur dont elle n'arrive pas à se libérer. Donc les anciens resteront toujours plus anciens que nous. Et ce qui rend sordide ce rapport de pouvoir, c'est que finalement la seule échappatoire, si on joue du pouvoir, c'est d'en trouver des nouveaux, qui ne seront pas nos anciens, parce que nos anciens, ceux-là, même si on grimpe en âge, ils seront toujours nos aînés. Et ça, je ne me sers pas trop de l'anthropologie, parce que comme tu l'as dit au début, il y avait beaucoup à dire juste sur nos sociétés à nous, mais dans des textes d'anthropologie, on voit que c'est pas un universel, mais que les structures gérontocratiques, on pourrait dire, le pouvoir des anciens, sont des structures qui ont été quand même assez fortement assumées dans pas mal de sociétés, et notamment des modèles de société qui allaient jusqu'à assumer que la seule manière d'honorer les anciens était de faire des nouveaux pour payer une forme de dette infinie vis-à-vis des anciens. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose dont j'ai pas parlé dans le livre. Et je me suis dit, mais ça aurait trop bien marché. Alors évidemment, j'ai pas la référence là immédiatement, mais un des textes fondateurs de l'anthropologie néolibérale, un texte pas connu du tout. Je me demande si Chamaillou en parle pas dans Société ingouvernable, parce qu'on connaît surtout les économistes néolibéraux, mais pas trop les philosophes ou les anthropologues. Et puis c'est un livre qui est presque un peu passé sous le manteau. Je sais qu'il date de 1989. Et ce texte-là a été une bible pour beaucoup de gouvernants, et notamment, il y a un passage que j'avais trouvé, parce que j'avais cherché ce texte-là, parce qu'un collègue m'en avait parlé, au moment des retraites, la contre-réforme des retraites de 2019, où Édouard Philippe voulait faire passer la retraite à point. Et il théorise explicitement ce qu'on a appelé dans les médias la clause du grand-père. La clause du grand-père, c'est scinder la population dans la réforme des retraites pour désolidariser les anciens et exposer les nouveaux. C'est-à-dire, par exemple, ce que ça va donner dans la casse de la fonction publique, c'est n'attaquer jamais les fonctionnaires en place dans leurs droits, priver les nouveaux arrivants du même statut. Et là, lui, il le théorise. C'est vraiment un manuel, en fait, ce petit ouvrage, il fait une centaine de pages. C'est pas un ouvrage universitaire, hein. C'est vraiment un manuel du gouvernant néolibéral pour casser les droits sociaux. Et il dit, avec la base théorique du néolibéralisme, à savoir que nous serions tous des petits individus homo economicus calculateurs de nos propres intérêts, on amènera les anciennes générations à nous vendre leurs enfants. Il y a la formule. Il y a la formule dans le livre. On va les amener à nous vendre leurs enfants. Et c'est exactement ce qui se passait en 2019, puisqu'ils avaient mis la barrière à 73 ou à 75. Et la rhétorique, c'était tout le temps de dire, déjà, si vous êtes né avant 75, vous n'avez aucune raison de manifester dans la rue, puisque vous n'êtes pas concerné par la réforme. Ce qui est quand même hallucinant comme rhétorique, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il pourrait n'y avoir aucune solidarité entre des parents ou des grands-parents et les nouvelles générations, et que si je ne suis pas concerné, et puis on ne va pas toucher à vos avantages comme ils disent à vous, on va juste empêcher les nouveaux de
de pas les avoir. Donc ces logiques-là dans la société, elles sont de glissement comme ça. Elles peuvent être très très fortes au point de structurer stratégiquement des tentatives politiciennes de casse des conquis sociaux. Avant de revenir sur précisément les questions de domination et notamment la question de déconstruire l'adulte, ou plutôt appuyer le fait que l'adulte est une fiction, je rebondis sur un point d'actualité parce que le chef d'état-major des armées, il y a 2-3 jours, il me semble, le général Mandon, a prononcé dans un discours au Congrès national des mères: si notre pays flanche, c'est parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants. Alors, on est en risque. Et il parlait du fait d'envoyer les jeunes gens à la guerre. Est-ce que tu avais quelque chose peut-être à dire à ce propos ? C'est étonnant et non, parce qu'il utilise la vieille rhétorique des enfants. C'est presque assumé de dire c'est pas des adultes qu'on envoie à la guerre, c'est les enfants. Et il y a cette métaphore filée, hein, la mère patrie. Donc la patrie est une mère qui rend hommage à ses enfants morts pour la patrie. Et c'est vrai que on oublie que cette métaphore, c'est pas qu'une métaphore. Elle est souvent assez littérale, c'est-à-dire que certes, c'est une majorité de majeurs qui meurent à la guerre, mais surtout à des époques où la majorité a pu être à 21 ans, il y a aussi des mineurs, donc des personnes soi-disant pas capables, pas matures, ayant pas le droit de voter, qu'on envoie faire la guerre, donc au nom d'une patrie dirigée par des personnes pour lesquelles on n'a pas pu voter puisqu'on est interdit de voter. Ça a été beaucoup le cas à la Première Guerre mondiale, c'est encore le cas pour la guerre d'Algérie. Il y a pas mal de moins de 21 ans qui sont partis à la guerre d'Algérie. Et donc là on a un discours étonnamment réactionnaire. Là on voit bien aussi que d'une certaine manière, on a toujours ce phénomène qui a été bien décrit par les éducateurs et éducatrices qui n'ont eu cesse de dire ne parlez pas devant un enfant comme s'il n'était pas là. Arrêtez de faire ça. Enfin, il y a eu Françoise Dolto, la première, qui l'a dit, et beaucoup d'autres, hein, cette manière de considérer que l'enfant, on peut parler de lui à la troisième personne. Et là, c'est pareil, hein, finalement, il s'adresse, on sent que dans sa rhétorique implicitement, il s'adresse à d'autres adultes, peut-être à des parents, en disant vos enfants, va falloir qu'ils se sacrifient. Donc les premiers concernés sont même pas dans le game de la discussion et de la délibération. C'est finalement les personnes qu'il faut convaincre, c'est plutôt les parents finalement. Mais les personnes qu'on va envoyer mourir, c'est pourtant les enfants. J'aimerais qu'on passe un peu à la première partie de ton ouvrage qui s'appelle Briser le miroir, cesser de performer l'adulte. Ça me renvoie à ton usage du mot adulte dans le livre. Adulte, donc, qui est écrit au singulier mais avec un A majuscule et avec en exposant le TM de trademark. Et ça, c'est pas innocent. C'est une petite stratégie d'écriture qui se veut un mémo pour tout le temps avoir en tête le fait que, attention, on a tendance à substantialiser. Et quand on utilise les mots de manière normale, les substantifs, voilà, justement, c'est un substantif adulte, homme, blanc, valide. On va avoir tendance à s'imaginer qu'on parle de la personne. Donc là, j'ai voulu vraiment insister sur le côté complètement, marketing, la chose. C'est-à-dire, donc, on y va de manière moqueuse et en philo, malheureusement, on y a eu le droit. Vas-y, on va mettre une majuscule. Mais oui, évidemment, l'adulte, il est merveilleux, il est grand, l'adulte, il est fort et tout. Alors, on met un A majuscule. Comme on a mis un E à état, un E majuscule à état, un H majuscule à homme, c'est vraiment un truc de dominante. Il ne peut pas s'empêcher de se mettre une majuscule pour désigner en fait les pires inventions des dominants. Le droit, dans ce qu'il peut avoir de plus oppressif, un D majuscule. L'histoire, si c'est la grande histoire, surtout, il faut lui mettre un H majuscule. Donc on y va, on met un A majuscule à adulte. On le met au singulier parce que voilà, l'adulte, il incarne une sorte d'idéal. C'est pas les adultes, tous ces gens-là. Et puis trademark, c'est estampillé, label, garantie, achevé, sachant tout et méritant d'être aux manettes, aux commandes du pouvoir. Donc ce adulte trademark, il avait quelque chose de, par son côté too much, par son côté écrasant et complètement immodeste, c'était pour rappeler que ça n'est que ça. Et en fait, c'est le cas de toutes les catégories. Hein. Homme, on pourrait dire la même chose, H majuscule, trademark, on y va, le blanc. Et pour dire, ça n'est pas une réalité, c'est pas des gens. C'est un imaginaire qui veut s'imposer, qui doit s'imposer socialement au maximum de personnes pour pouvoir fonctionner comme symboliquement, Donc c'était ma manière à moi de
de bien se rappeler, c'est compliqué, que adulte et enfant, ça n'existe pas. Et c'est pour ça aussi que ça peut paraître très abstrait, mais c'est un enjeu du livre, que finalement de réussir à penser le devenir humain comme autre chose que advenir adulte. C'est pas non seulement c'est pas une fin en soi, mais c'est une fin qui, à mon sens, devrait ne surtout pas être désirable. Et donc, en faisant de adulte cette chose un peu bizarre qui prétend à du pouvoir et à la légitimité à commander, ça la rend suffisamment exotique pour pouvoir s'habituer à dire en fait ce truc-là, c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable, on peut devenir autre chose. Et pas une caractéristique de n'importe quel être humain de plus de 18 ans. Et justement, en fait, comme tu le dis, le adulte, c'est un statut. Et dans cette première partie, tu nous rappelles qu'en fait, on a de cesse, ou l'adulte a de cesse de performer l'adulte. Tu parles de performance précisément parce qu'il s'agit de se conformer à ce statut. Tu convoques, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu la figure de Narcisse et tu soulignes le caractère tout à fait imaginaire du statut. Pour rompre avec deux mythes sur lesquels j'aimerais bien t'entendre parce qu'il y a quelque chose qui me semble fondamental et qui renvoie aussi à ce que tu as dit tout à l'heure sur la philosophie, c'est l'illusion de neutralité et la fiction naturalisante en ce qu'elle porte quelque chose en elle de l'idée de progrès et de développement qu'il y aurait chez l'adulte, qui serait cette forme-là. En fait, l'imaginaire du advenir adulte, c'est vraiment un imaginaire qui nécessite absolument un point de vue qu'on appelle téléologique en métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui est ordonné depuis les fins, depuis les finalités, par les fins. Et ça, c'est très très fort dans la conceptualité émergente autour de 1800 du progrès et du développement. Les deux vont ensemble. Et donc à partir du moment où on conçoit l'humanité comme devant nécessairement finir ou se finir dans l'être adulte, ça fait de l'être adulte quelque chose d'absolument normal au sens de la neutralité. C'est-à-dire que c'est l'individu humain adulte, c'est un humain, quoi. Il n'y a rien de particulier. Alors même, en fait, que justement, comme c'est une construction téléologique, c'est une construction en fonction de certaines fins, donc c'est évidemment des normes. C'est évidemment une construction politique qui n'a rien de neutre. C'est une valorisation, donc une distribution de valeurs. Donc on est du côté du normatif et pas du côté du descriptif. Et ça, cette valorisation, elle produit forcément immédiatement en même temps une infériorisation, une dévalorisation de ce qui n'est pas encore adulte. Pierre-François Moreau, que je citais tout à l'heure dans son livre sur Deligny, parle de l'enfant comme d'un être moindre. Il dit voilà, l'idéologie de l'enfance, c'est concevoir l'enfant comme un être moindre, un être incomplet, inachevé, et qui ne pourrait pas faire autre chose que de devenir adulte. Et là aussi, il y a du normatif, puisque c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver, de devenir adulte. Donc cette valorisation permanente de l'adulte, c'est aussi ce que je désigne par une sorte de délire narcissique. Parce qu'en fait, l'adulte, pour passer pour une évidence du devenir, c'est-à-dire sachant que le devenir, par définition, le devenir, c'est la multiplicité des possibles. La téléologie, c'est ce qui va happer par très forte réduction cette multiplicité en une seule fin possible, donc une réduction totale du champ des possibles, ça passe par une valorisation permanente de l'adulte. Fait comme moi, la prétention d'être un modèle qu'il faudrait imiter, etc. Donc c'est une forme c'est à la fois quelque chose de très écrasant pour les enfants à qui on fait croire qu'il n'y a pas d'alternative possible. Donc, je pense que Tina, c'est l'adultisme qu'a inventé Tina, le There is no alternative de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'autre alternative que d'advenir adulte. Et en même temps, le second effet qui se coule, si je puis dire, c'est que c'est aussi écrasant pour les adultes. Parce que finalement, ces adultes qui se sont conformés, c'est jamais que des anciens enfants qui ont subi cette pression à advenir cet adulte tant valorisé. Ça, c'est quelque chose dont on se remet difficilement parce que finalement, on n'a pas pu construire son devenir sur la base d'expériences validées au nom de leurs seuls effets nécessaires. Prendre un exemple un peu bateau, mais si j'ai un peu de plaisir, par exemple, à explorer mon corps par la masturbation et qu'il y a des adultes qui disent « Ah, mais c'est pas bien de faire ça, t'iras en enfer, c'est péché, etc. » Ce discours-là,
va prendre le pas sur l'expérience de mon propre corps et je vais commencer à me conformer à une certaine sexualité jugée normale, à savoir avec un partenaire et pas tout seul, du même sexe et surtout pas de l'autre sexe, l'hétéronormativité et pas du même sexe, etc. Donc il y a malheureusement des vies d'adultes qui sont brisées par cette brisure interne. On les a fait oublier les relations objectives avec le réel, avec leur propre corps, au nom de l'obéissance à des mots d'ordre. Et ça vaut, là j'ai pris un exemple qui est peut-être plus immédiatement frappant avec la sexualité, mais ça vaut pour plein d'autres choses. Ça vaut évidemment pour le rapport au travail également. On peut se retrouver à effectuer des activités plus par inertie, obéissance, ou pour rassurer on ne sait pas trop qui, et pas parce qu'on y trouve véritablement du sens, par exemple. Je te propose que l'on passe tout de suite à la lecture d'un extrait de ton choix. Il s'agit du livre Passage d'Henri Michaud et du chapitre qui a pour titre Enfant. Enfant. L'enfant plus homme que l'homme. Si tout le monde est méconnu, essentiellement méconnu par l'impossibilité où se trouve un étranger d'entrer dans votre peau, de coïncider ne fût-ce qu'un instant avec votre ensemble, l'enfant paraît un des plus méconnus, et cette méconnaissance est étrange. Dans la peau du sanguin, l'anémique se congestionne, mais il ne devient pas sanguin. Même un instant, il ne peut éprouver ce que c'est d'avoir les membres baignés d'un sang riche et rapide aux réparations. En vain, l'homme se veut imaginer des seins sur sa poitrine plate. Il ne peut se figurer l'étonnant phénomène, à jamais inconnu, mystérieux, d'être femme, simplement femme, ni belle, ni laide, mais femme. Et aucun amour ne le lui fera jamais comprendre. Ni le thyroïdien ne comprendra l'hypothyroïdien, ni l'homme svelte au cou long ne peut se représenter intérieurement comment on est, ayant le cou large et court, collé aux épaules. Il ne le peut, il est excusé, il n'a jamais passé par là. Même l'homme a été enfant. Il l'a été longtemps et, semble-t-il, tout aussi en vain. Quelque chose d'essentiel, l'atmosphère intérieure, un je ne sais quoi qu'il y ait tout, a disparu, et tout le monde de l'enfance avec lui. Ainsi qu'un port de pêche entrevu et qu'une odeur de goudron et de calfrage seul liait dans notre mémoire, et seul peut ressusciter. Mais l'odeur de l'enfance, en nous, est autrement enfouie et irretrouvable. Le temps de l'enfance, ce temps si spécial, temps physiologique créé par une autre combustion, par un autre rythme sanguin et respiratoire, par une autre vitesse de cicatrisation, nous est complètement perdu. L'homme a une détestable mémoire de synesthésique. Il sort de l'enfance comme d'une maladie et n'a de mémoire de la maladie. Il en a perdu le pouls. Retrouverions-nous son temps? On resterait séparé de l'enfant par les 10 000 virginités perdues. Rien ne sépare, n'éloigne comme la perte de la virginité. Quoi de plus difficile que de se représenter l'avant, tout ce qui venait avant, non réalisé encore, tout ce qui vint pour la première fois, tout ce qui autrefois, élan, appel, est devenu satisfaction, c'est-à-dire rien du tout. Regard de l'enfance si particulier, riche de ne pas encore savoir, riche d'étendue, de désert, grand de naissance comme un fleuve qui coule, l'adulte a vendu l'étendue pour le repérage, regards qui ne sont pas encore liés, danse de tout ce qui leur échappe, étoffé par l'encore indéchiffré. Regard de l'étranger, car il arrive en étranger dans son corps. C'est le nouveau venu au studio de prise de vue, à qui il faut tout montrer, comment la voix porte, où regarder, de quelle façon soulever les pieds. Et il arrive aussi en étranger dans notre civilisation et sur terre. Âge des questions, pourquoi y a-t-il tant de jours? Où vont les nuits? Pourquoi y a-t-il constamment des choses? Pourquoi suis-je moi et non pas lui? Pourquoi est-ce Dieu qui est Dieu? Âge d'or des questions, et c'est des réponses que l'homme meurt. L'enfant avance dans le monde des masses qui partout s'expriment, avance, risque un frêle signe. Première tête dessinée par l'enfant, si légère d'une si fine charpente. 4 menus fils, un trait qui ailleurs sera jambe, ou bras, ou mât de navire. Ovale qui est bouche comme œil, et ce signe, c'est la tentative la plus jeune et la plus vieille de l'humanité, celle d'une langue idéographique, la seule langue vraiment universelle que chaque enfant, partout, réinvente. Louis XIII, à 8 ans, fait un dessin semblable à celui que fait le fils d'un cannibale néo-calédonien. À 8 ans, il a l'âge de l'humanité. Il a au moins 250 000 ans. Quelques années après, il les a perdus. Il n'a plus que 31 ans. Il est devenu un individu. Il n'est plus qu'un roi de France,
impasse dont il ne sortit jamais. Qu'est-ce qui est pire que d'être achevé ? Adulte, achevé, mort, nuisance d'un état même, on a jeté ses atouts. Tout le progrès de l'homme est peut-être dû au fait qu'il reste longtemps dans l'enfance. John Fiske. Et cependant, il ne tient pas ce qu'il promet. Goethe. La pire critique contre Aristote est encore celle-ci, qu'il est définitivement Aristote. Avant de mourir, on devient tout os. C'était donc la lecture d'un passage d'Henri Michaud, extrait du livre Passage et du chapitre Enfant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait ? Déjà parce que j'adore Henri Michaud et voilà, ça parle directement des enfants, mais ce qui est évoqué dans le texte, c'est une problématique qui hante pas mal Henri Michaud. Ça correspond un peu à ce que Bergson appelle les fantômes de vivants. C'est ce drame de l'existence qui fait que à chaque fois qu'on est amené à faire des choix dans la vie, il y a des vies possibles, des virtualités en nous qui n'existeront pas. Et Bergson disait dans l'évolution créatrice, ce qui est fort avec la vie, c'est que quand elle prend des bifurcations, elle peut toutes les actualiser en même temps. Mais ça, c'est la vie. Et nous, pauvres êtres humains finis, quand on prend des bifurcations, on laisse en voie de garage. Il n'y aura qu'une ligne au final. Et en fait, cette question, elle ne cesse de hanter Michaud dans quasiment toute son œuvre. Et là, on le voit. Son éloge de l'enfance prend cette forme de voilà, c'est tous les possibles. Et l'adulte, c'est un. L'adulte, c'est un. Et la fin, je la trouve géniale. Ouais, quand il dit voilà, Louis XIII et n'importe quel enfant de 8 ans, c'est les mêmes. Et 30 ans plus tard, il y en a un, c'est juste le roi de France. C'est tout. Pire chez Aristote, c'est qu'il n'était jamais que Aristote. Et c'est important aussi, là pour le coup, je trouve que ces considérations sont thérapeutiques pour l'adulte que nous sommes devenus, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est un critère objectif qui nous force à beaucoup de modestie. On confond les compétences de l'adulte avec une supériorité ou une prérogative, alors qu'en fait, c'est une hyperspécialisation. On pourrait dire que par définition, il n'y a pas que les universitaires qui sont spécialisés, mais en fait, tout être humain, quand il devient adulte, il devient juste quelqu'un d'hyper spécialisé, puisqu'il est spécialisé dans le fait d'être lui-même. Et il a perdu toutes les compétences d'être ce qu'il aurait pu être et que finalement, il n'est pas devenu. Et ça renverse un peu la perspective. Ça permet plus, en ayant ce regard-là, de dire l'enfant c'est quelqu'un qui est incomplet, qui est moins bien, etc. C'est juste quelqu'un qui n'a pas des actualités aussi performantes parce qu'il n'actualise pas depuis aussi longtemps que nous. C'est tout. Alors peut-être que ce sera nécessaire pour les auditrices et les auditeurs que tu dises peut-être 2 mots de d'où vient tout ce vocabulaire sur les actualités, la virtualité, mais aussi sur les devenirs qui sont, il me semble, une moitié entre Simondon, Deleuze. Il me semble aussi que, est-ce qu'on pourrait pas dire quand même que, en fait, précisément, là où ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est que, et comme tu le lis depuis le départ, c'est que tu t'opposes à une conception classique de l'individu et donc qui fixerait le fait que l'adulte soit un résultat terminé, en gros, de l'individu qui ne bougerait pas. Et en même temps, là, sur les actualisations, on n'est que ça, mais on peut, jusqu'à la mort, continuer à produire des formes de devenir, non ? Oui, mais de manière réaliste d'un point de vue descriptif. Donc, alors, citant Simondon, par exemple, qui a une formule très, très polie pour le dire, mais je ne saurais pas le citer parce que dans sa langue, c'est très délicat et c'en est même drôle, où il dit en gros, plus le temps passe, plus l'individuation est compliquée. Ce qui veut dire dans sa langue, on se sclérose. C'est-à-dire que, et c'est normal, c'est un processus du vivant, le fait, on a à prendre soin de tout le temps multiplier des rencontres différentes pour prendre soin de nos seuils de variabilité, parler comme Spinoza. Et si on ne le fait pas, ça va très vite. C'est-à-dire que des expériences routinisées ou des habitudes qui se répètent longtemps dans l'existence peuvent avoir des effets sans retour. Et c'est ce qui fait qu'il sera beaucoup plus difficile de faire changer d'avis politiquement quelqu'un qui a creusé le même sillon pendant 30 ans et qui est convaincu que c'est ça la
bonne ligne politique. Il y a des ouvertures qui se ferment objectivement pour des raisons, j'allais presque dire, d'entropie en fait. Et donc le vivant comme processus de lutte contre l'entropie, c'est un travail de tous les instants. Donc oui, prendre soin du devenir, c'est possible, et prendre de l'âge, c'est pas forcément devenir un vieux con. C'est justement un travail pratique de vigilance permanente. Et justement, la surprise du réel, là, Michaud insiste beaucoup sur le fait que l'enfant débarque comme un étranger ou en étranger dans le monde et dans notre société. Et ce rapport d'étranger qui doit décoder le monde, c'est extrêmement précieux à entretenir. Il y a rien de plus mortel que de croire reconnaître quelque chose, puisque reconnaître, ça veut dire qu'on est dans la répétition, on n'est pas en train de connaître ou d'apprendre. Ah oui, ça je sais, mais oui, bien sûr. Et je sais plus qui en parlait récemment, mais quelqu'un qui disait quand on a compris vraiment ce qu'est l'écoute active, on réalise que personne s'écoute jamais. Parce que dès que quelqu'un parle, on a tout de suite ah mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, attends, tu sais pas, il a même pas terminé sa phrase. C'est-à-dire, les mécanismes quand même du cerveau sont très gourmands de reconnaissance, sans doute, parce que pour des raisons évolutionnistes et pratiques, mais on est assez peu sensible à la différence, ou en tout cas réussir à percevoir des différences ou du nouveau ou de l'inattendu chez l'autre, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et on pourrait définir l'adulte trademark comme justement celui dont l'efficacité et les compétences sont beaucoup basées sur des capacités à reconnaître des situations, donc à être rapide et efficace, mais le prix à payer, c'est justement de passer sous la nouveauté, alors même que des fois elle est là, mais il la voit pas. Revenons, si tu le veux bien, à la question de la domination et la façon dont elle se forme à travers justement la construction d'un système imaginaire qui est collectivement partagé et stable. Dans l'ouvrage, et donc dans cette deuxième partie, tu vas mettre en avant de façon tout à fait subjugante pour le lecteur le fait, par exemple, que cette présence adulte, elle peut prendre la plupart du temps la forme d'une omniprésence du contrôle de l'adulte sur l'enfant, qui peut se traduire donc par de la surveillance, avec l'idée derrière qu'il faudrait absolument protéger les enfants. Est-ce que tu peux déplier un petit peu ça ? Ah oui, ça fait partie des choses qui me semblaient nécessaires et très utiles d'objectiver, parce que déjà je pense que c'est une vieille rhétorique bien connue des discours de lutte contre les dominations, puisque les tentatives de légiférer sur la vie des ouvriers ont pu prendre ces accents paternalistes, les ouvriers ne savent pas gérer leur argent, ils sont tous alcooliques, donc on va les protéger d'eux-mêmes. Ça a été évidemment une rhétorique masculiniste vis-à-vis des femmes, supposées fragiles et tout, et être vulnérables à protéger. Donc quand on entend protection, me semble-t-il, d'un point de vue politique, on est vigilant. Et ça me paraissait d'autant plus utile que, malgré tout ça, ça reste un discours qui est très présent. Même dans des institutions qui font des choses bien vis-à-vis de l'enfance, on est quand même beaucoup sur un discours de la protection de l'enfance qui va notamment insister, et c'est une vraie réalité, attention, je ne dis pas que ça n'est pas important, mais qui va insister sur une scénographie trash, c'est-à-dire les châtiments corporels et l'inceste, par exemple. C'est-à-dire en mettant l'accent sur les pires turpitudes que des adultes peuvent exercer sur les enfants. Déjà, on va faire un discours plutôt rassurant du point de vue des adultes, parce que qui serait pour l'inceste ? Personne, donc ça devient vite cause consensuelle, et à la fois c'est absolument fondamental parce que le phénomène est minimisé, et depuis MeToo Inceste et depuis les travaux de la Civis, on se rend compte de l'ampleur du phénomène, parce qu'on est entre un enfant sur 10 et un enfant sur 5, c'est des statistiques qui sont très dures à établir, mais ce qui est sûr c'est que ça concerne beaucoup de monde. Mais du point de vue de l'analyse, ce que je remarque, c'est que il peut y avoir des fois une tentative entre guillemets d'exotiser la domination adulte en la réduisant à sa forme la plus sordide, à savoir les agressions physiques et sexuelles sur les mineurs. Et ça va redonner du pouvoir et de la légitimité aux adultes qui vont arriver en chevalier blanc pour protéger les enfants, etc. D'une certaine manière, parce que les phénomènes sont tellement glauques et sordides que oui, il faut une réponse pénale, institutionnelle, etc. Donc des réponses complexes en termes de démarche politique, donc difficiles à mettre en place immédiatement pour des personnes minorées. Donc on est dans un registre de lutte certes nécessaire, mais
je note un registre de lutte qui est pas appropriable par les mineurs. Et immédiatement. Donc ça me paraissait intéressant, même si je parle aussi de ces réalités-là, mais d'insister sur quelque chose peut-être un peu plus infrapolitique, un peu plus malaisant pour les adultes, à savoir que leur discours sur la protection, c'est un discours qui permet la mise sous tutelle et de pouvoir comme ça être en fait particulièrement intrusif. On a toutes et tous à prendre soin les uns des autres. Ça, pour moi, c'est les acquis des théories politiques du Caire. Et ça, c'est un travail de réciprocité, de mutualité. C'est pas quelque chose d'unilatéral. On n'a pas besoin de recevoir la protection de quelqu'un. Moi, je fais de l'escalade. Quand on est à deux, qu'il y a un encordé, un assureur et un grimpeur, on se fait confiance, on inverse les rôles. Et évidemment, au moment où je grimpe et que j'aime mon assureur ou mon assureuse, j'espère qu'il va bien faire le taf parce que ma vie en dépend. Mais il n'y a pas une position de t'inquiète, c'est moi qui te protège, tout va bien pour toi, je suis là. Enfin, on n'a pas besoin de cette rhétorique-là entre adultes, même dans des situations d'extrême vulnérabilité comme être au-dessus du vide suspendu à une corde. On doit pouvoir penser, il n'y a aucun problème pour penser le soin mutuel sans aucune verticalisation. Et le discours de la protection est souvent empreint d'une verticalisation qui va prendre des formes unilatérales. Et ça, pour plein de raisons, il faut s'en méfier parce que, in fine, quand on creuse vraiment, c'est dysfonctionnel. Donc déjà, ça marche pas vraiment parce que soit c'est de l'emprise, soit c'est même épuisant pour la personne qui prétend faire cette protection, et d'où on revient sur la question des parents qui peuvent se dire mais soyez parents, vous verrez qui est le vrai exploité, parce qu'effectivement ils se mettent dans des situations de survigilance et de surprotection qui sont épuisantes. Donc en plus c'est pas fonctionnel, plutôt ça fonctionne pas, et en plus c'est dysfonctionnel au sens ça crée de l'emprise sur des enfants qui voient leurs faits et gestes surveillés en permanence. Et puis ça peut prendre des formes entre adultes. Je vais donner un exemple. Quand on avait fait une maquette, donc une maquette, c'est comment est-ce qu'on envisage faire les cours dans un cursus, c'était celle de la licence. Donc comme c'est la licence, c'est plutôt le début des études, donc c'est plutôt les jeunes collègues qui la faisaient, donc les maîtres de conférences d'un point de vue statutaire. Bon, on a rendu notre travail, on avait bien bossé, nos collègues plus anciens, les professeurs des universités, n'en avaient rien à fiche de la licence, ils ne se sentaient pas concernés. On a envoyé directement le travail à l'administration, et là on a reçu un mail très étonné des professeurs des universités qui nous ont dit ça n'est pas la coutume. Normalement, on avalise la maquette. Pardon ? Donc, ils n'avaient rien fait en 1 an et demi. Par contre, la coutume voulait, donc là, je sais pas, surveillance, protection, ils voulaient voir qu'on avait bien travaillé, ils voulaient peut-être pas nous exposer aux fourches codines de l'administration qui peut-être nous aurait dit mais c'est pas comme ça qu'on fait. Mais vraiment, ils se sentaient dans leur bon droit et puis gentils. À aucun moment, on leur a dit que c'était paternaliste et bizarre comme mode de fonctionnement. Ils en ont vraiment été très étonnés. Ils nous ont dit mais non, mais c'est pour vous. Enfin, on était prêt à prendre du temps pour relire votre maquette, pour éventuellement vous aider à l'améliorer, mais on n'avait absolument pas besoin d'eux. Donc voilà, là, on voit comment est-ce que, au nom de la protection, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de la surveillance au sens de l'intrusion, qui là est lié à des différences d'âge et statutaires dans le monde professionnel. Et là, quand on est adulte, c'est beaucoup plus facile de se protéger soi-même de cette soi-disant protection et de dire non merci, ça va aller. Et pour les enfants, c'est plus compliqué de dire non merci aux adultes qui prétendent les protéger. Cette question de la surveillance et de la protection, elle est aussi très liée dans ce que tu écris avec celle de l'indispensabilité qu'il y aurait chez l'adulte, le fait qu'il se sente toujours indispensable et le fait qu'il se sente aussi toujours responsable, avec l'idée qu'il faudrait s'occuper, notamment en remplissant les emplois du temps, toujours des enfants. Bah ça fait partie des choses qui sont, me semble-t-il, assez passionnantes avec ce rapport de domination qui vaut pour tous les dominants, mais là, de manière... c'est plus une crise chez les adultes, c'est le fait de se croire indispensable. Parce que le fait de se croire indispensable, ça fait partie, me semble-t-il, du coinçage psychique de la domination. Dans le livre précédent que tu as cité, Pouvoir et puissance, qui pour moi était une sorte de longue préambule théorique nécessaire pour penser les rapports par l'ancienneté, la domination par l'ancienneté. C'est quelque chose voilà, que j'ai essayé de bien décortiquer, à savoir, faut en finir, c'est un piège vraiment de voir le dominant comme quelqu'un qui est malin, qui est fort, qui est content dans sa jouissance. Il y a quelque chose d'extrêmement... ça c'est peut-être mon côté spinozo-deleuzien, le tyran est le plus grand des esclaves. Là on le voit bien avec cette question
question de l'indispensabilité, parce que se croire indispensable, déjà, c'est juste archi faux. Personne n'est indispensable. De toute façon, il y avait un très beau poème de Pessoa que j'adore, qui est de l'humour noir, mais c'est un éloge du suicide pendant 3 pages. Ça commence par « Si tu veux te suicider, suicide-toi ». Et Pessoa, pendant 3 pages, de manière très drôlatique, dit « Mais évidemment que le monde va continuer de tourner. Tes amis, ils vont pleurer quelques semaines, et après, ils vont boire un coup, ils vont bien se marrer, et puis ton patron, il va embaucher quelqu'un d'autre, et puis ta voisine, elle parlera avec quelqu'un d'autre, et puis c'est pas grave. » Une manière de dire « Mais t'es rien, t'es personne », une sorte de texte à la fois drôle et dépressif. Et ça, c'est d'en arriver à croire qu'on est indispensable, c'est à la fois complètement délirant d'un point de vue causal, puisque c'est faux et archi-faux, et en même temps, c'est complètement captivant au sens psychique, puisque c'est ce qui fait qu'on va être capable de se mettre au travail. Enfin là, on anticipe un peu sur la dernière partie de l'auto-exploitation, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est important de comprendre. Et effectivement, les institutions qui s'accaparent le corps des enfants, notamment la famille et l'école, vont beaucoup jouer dans ce registre-là. Le prof va se croire indispensable parce que c'est lui qui a les connaissances, c'est lui qui connaît le programme, c'est lui qui doit terminer le programme. Donc voilà, il va être stressé, il va s'empresser, voire des fois il va faire cours tout seul parce qu'en fait, là au moins on avance. Non, mais les profs de philo, ils l'avouent eux-mêmes. Des fois, à la fin de l'année, ils distribuent des photocopies, des cours rédigés juste pour avoir bonne conscience de se dire j'ai fini le programme, en sachant que sans doute personne n'ira ces cours-là. Et les parents, pareil. Notamment la famille nucléaire qui met toute la responsabilité éducative sur les 2 parents, les rend indispensables d'une certaine manière. Cette question de l'indispensabilité des dominants, c'est ce qui va expliquer la sincérité émotionnelle dans l'exercice de la domination. C'est-à-dire que quand on est pris par cette injonction, par cette croyance qu'on est indispensable, va tout faire pour œuvrer à faire ce qu'on attend de nous. Donc j'ai envie de dire le délire d'indispensabilité fonctionne véritablement comme une capture psychique qui fait qu'à la fois on va déployer beaucoup d'énergie pour faire ce qu'on attend de nous, puisque la société, l'imaginaire nous a fait croire que si c'est pas nous qui le faisions, personne ne le ferait. Donc c'est ce qui va expliquer par exemple que des fois dans des situations collectives, des parents se débrouillent tout seuls, parce que tout le monde collectivement considère que si un enfant pleure ou a un problème, c'est aux parents uniquement de s'en occuper. Donc non seulement ils doivent faire ça tout seuls, mais en plus ils stressent parce qu'ils n'ont pas envie de déranger les autres adultes. Donc il y a tout ce regard qui peut être très jugeant dans la société, notamment dans l'espace fermé comme les transports publics, les bus et les trains. Souvent c'est là que la misopédie, c'est-à-dire la haine des enfants, se manifeste le plus, avec des enfants jugés comme bruyants, perturbateurs, trop agités, etc. Mais en plus de cette énergie folle qu'il va falloir dépenser parce qu'on nous a fait croire que c'était à nous de tout gérer, qu'on était indispensable, le fait d'être complètement captivé par cette injonction fait qu'on a l'impression juste de bien faire parce qu'on fait ce qu'on nous demande. Donc ça va mettre le dominant en posture d'insouciance, comme dirait Bourdieu. Je fais, tout va bien. Enfin, à aucun moment j'opprime quiconque. Au contraire, je suis en train de faire ce travail harassant dont on m'a fait comprendre que personne d'autre que moi ne pouvait le faire. Et dans la domination par l'ancienneté, c'est assez... je pense que l'indispensabilité est un trait des dominants. En général, ça fait partie la configuration psychique d'être mis en situation de domination, de finir par se croire indispensable. Mais dans la domination par l'ancienneté, je pense que c'est encore plus prégnant parce qu'on insiste tellement sur la vulnérabilité des enfants, le fait qu'ils aient besoin de protection, etc., qu'on va vite présenter l'adulte comme indispensable presque pour des raisons les plus fondamentales de la survie biologique. Ce qui est sans doute, même certainement vrai les premières années, mais dire que les adultes sont indispensables biologiquement vis-à-vis des enfants, déjà, c'est pas la même chose que de dire les parents biologiques de la famille nucléaire sont indispensables. Donc là, on pourrait renvoyer à tous les travaux d'anthropologie qui montrent qu'il y a différentes formes de parentalité qui peuvent être des parentalités plus communistes, entre guillemets, ou plus collectives. Et puis reconnaître ce fait-là les premières années de la vie, c'est pas la même chose que de pousser le minorat jusqu'à 18, 21 ou 25 ans. Où là, il est moins évident que les parents soient indispensables. Par exemple, la question du travail, le fait de pouvoir accéder à un travail rémunéré, ou plutôt le fait de ne pas pouvoir accéder à un travail rémunéré, fait que les parents comme ressources économiques sont indispensables. Mais ça, c'est une construction sociale. On pourrait tout à fait imaginer. Je dis pas que c'est ce que je voudrais, mais par exemple, dans Voyage en Misarchie, Emmanuel Dockès, qui est un grand prof de droit, il a fait cette fiction-là pour mettre
mettre un peu toutes ces idées dans un roman de 500 pages, faute d'écrire un essai. Et il imagine un système scolaire où on peut aller à l'école jusqu'à 25 ans, où on n'a que, je crois, entre 10 et 14 heures par semaine, et on peut commencer à travailler à 12 ans. Où l'idée, c'est de créer une beaucoup plus grande porosité entre à la fois pouvoir accéder à un travail rémunéré beaucoup plus jeune, et pareil dans des conditions bien meilleures que les conditions salariales actuelles. Je crois que ça se limite à 12 heures par semaine. Et en même temps, pouvoir prolonger ses études plus longtemps. De ne pas avoir ce choix cornélien du système scolaire qui dit si t'es pas bon à l'école, tu vas en CAP, tu vas faire des boulots manuels avec toute cette hiérarchie très française d'ailleurs, entre le métier intellectuel et les métiers manuels. Donc la société organise l'indispensabilité des adultes. C'est d'abord une construction politique avant d'être une réalité biologique. Merci beaucoup Sébastien. Avant de refermer cet épisode, je te propose qu'on écoute un titre que tu as choisi, La jeunesse des morts du duo Bird on a Wire. Le printemps appartient à ceux qui lui ressemblent, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel oeil ignorent qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Où sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui seule, fière et naturelle, et brille dans l'azur comme un lingot d'argent? Ces enfants bondissants partaient contents de plaire au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère, aux grands signaux humains brûlant sur les sommets. Ces enfants bondissants partaient contents de plaire. Ils dorment à présent, saccagés dans la terre, qui fera jaillir de ces rêves un mois de mai. Songeons le front baissé au glacial mystère, que la patrie en pleurs, mais stoïque permet. Le printemps appartient à ceux qui lui ressemblent, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel oeil ignorent qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Où sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui seule est fière et naturelle et brille dans l'azur comme un lingot d'argent? Ces enfants bondissants partaient contents de plaire au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère, aux grands signaux humains brûlant sur les sommets. Ces enfants bondissants partaient contents de plaire. Ils dorment à présent, saccagés dans la terre, qui fera jaillir de ces rêves en moi
C'était La jeunesse des morts du duo Birds on a Wire. Pourquoi as-tu choisi ce titre ? Déjà parce que j'adore ce duo. Et en plus, ça vient de sortir, donc c'est l'actualité musicale. Et c'est tiré d'un poème d'Anna de Noailles. Ça fait écho, en fait. D'ailleurs, je ne l'avais pas prévu, mais ça fait écho à ce qu'on fait d'actualité dont tu as parlé tout à l'heure, puisque, oui, c'est la patrie reconnaissante envers tous ces morts. C'est intéressant de voir, ça n'est évidemment pas que ça, mais c'est aussi intéressant de voir les guerres modernes sous cet angle-là. Quand je dis les guerres modernes, c'est des guerres menées par des États qui ont la puissance bureaucratique de faire la conscription. Les guerres, dans la plupart du monde, ça se paye. C'est avec des mercenaires. C'est pas des citoyens et citoyennes qui vont se battre pour la patrie. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue historique une invention assez particulière et assez moderne. Sans réduire l'école obligatoire de Jules Ferry à ça, on sait que c'est une dimension très importante d'avoir comme ça embarqué tous les jeunes Français et Françaises dans une certaine instruction publique, avec une certaine formation. On sait que les cours d'histoire à la fois valorisaient beaucoup Napoléon, ce qui est quand même étrange, hein. Il n'y a pas beaucoup de cours d'histoire en Allemagne qui valorisent Hitler et Napoléon. C'est 7 millions de morts, je crois, en Europe. Et un mec qui s'est fait détester toute l'Europe parce qu'il a fait la guerre à toute l'Europe. Je pense qu'il n'y a que les Français qui sont contents d'aimer Napoléon. Et en plus, non seulement on disait beaucoup de bien de Napoléon dans les cours d'histoire en primaire, et il y avait aussi tout ce côté de la revanche avec l'Allemagne, parce qu'on était traumatisé entre guillemets de la guerre de 70, alors que ce qui est traumatisant, c'est surtout ce que Versailles a fait à la Commune en 71. Mais bon, là aussi, voilà, l'histoire scolaire est une certaine construction. Donc ces guerres-là, c'est quand même de fait, il y a pas plus hiérarchique que l'armée, avec des grades qui sont aussi beaucoup liés à l'ancienneté. On gagne ces galons avec le temps. Donc c'est un peu la caricature de vieux tromblons autour d'une grande table avec des jolies maquettes qui poussent des figurines, et puis concrètement derrière c'est des vies humaines plutôt jeunes qui servent de chair à canon. Donc pour moi, j'ai pas perdu et je conserve cette incompréhension totale. Je fais beaucoup de randonnées, et quand je passe par des petits villages en France, c'est hallucinant de voir les plaques commémoratives. On est au trou du cul du machin, il y a plus que 20 habitants, et sur la plaque il y a 14 noms. On se dit mais en fait il y a la moitié du village qui y est passé, quoi. Ça c'est un truc de dingue, quoi. Et ça s'explique quand même beaucoup, ça se configure par la domination par l'ancienneté. C'est-à-dire que je pense que la première variable, c'est quand même les bourgeois qui font leurs arrangements entre eux, donc c'est des guerres capitalistes qui se comprennent par le rapport de classe, mais dans leur modalité d'effectuation concrète, après, c'est quand même le rapport de domination par l'ancienneté qui permet de comprendre quels sont les corps qu'on envoie en première ligne se faire tuer. Merci beaucoup Sébastien, et merci à vous qui nous écoutez. C'était Craquer l'époque. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de notre entretien. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Juliette Duclos-Valois. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.